Petite vidéo sur les études féministes. Elle sera en deux parties. Dans une première partie, je vais vous parler de féminisme et sciences, et dans une deuxième partie, je vais vous présenter 7 courants de pensée féministes. Je fais cette vidéo pour répondre à une question d'un de mes abonnés que j'ai reçu par courriel, par email, qui était très intéressante, qui était est-ce que le féminisme c'est une science? Je sais que cette question peut paraître naïve au premier abord, mais elle est pleine de bon sens. On va juste la traduire autrement. On va dire plutôt c'est quoi la recherche féministe ou qu'est-ce que la recherche féministe? Et la réponse n'est pas si simple et on va le voir dans cette vidéo. Souvent dans les réseaux sociaux, sur internet, j'ai souvent vu dans les débats et les échanges entre personnes des gens attaquer l'argument féministe, scientifique féministe, comme quoi c'est quelque chose de non rigoureux parce qu'il y a un aspect politique dedans. Peut-être que vous en avez déjà lu, peut-être que vous en avez déjà écrit pour répondre en fait, ou même vu tout simplement, et ça a dû vous surprendre. Et moi ça me surprend toujours parce qu'en fait il y a toujours un aspect politique dans la science, et on va en voir ça plus en détail dans la vidéo, mais en plus ce qui est intéressant pour un chercheur comme moi, c'est la posture de recherche que peut avoir une féministe. Et la posture de recherche qu'on peut avoir en tant que féministe, c'est celle qui est critique. Je vais présenter ça plus tard dans la vidéo, mais la posture critique implique forcément un degré de politique. Le féminisme n'est pas la seule discipline à utiliser une posture critique. Il y en a bien d'autres, et on va en présenter quelques-unes, et des noms que vous connaissez tous, Karl Marx, Bourdieu, Foucault, la liste est très longue. C'est ça que je vais présenter dans cette vidéo, et on va commencer par revenir à qu'est-ce que la recherche féministe. Alors, est-ce que faire une recherche ou une étude qui s'intéresse qu'à une problématique spécifique aux femmes, au féminin, comme la maternité par exemple, c'est féministe? Est-ce que faire des études sur les femmes, c'est suffisant pour être féministe? Est-ce que faire des études qui permettent de lutter contre l'oppression des femmes, c'est féministe? Effectivement, c'est un peu de tout ça, mais c'est beaucoup plus complexe que ça et on va rentrer dans les détails. D'abord, je vais vous embrouiller un peu. Par exemple, toutes les études faites sur les femmes ne sont pas forcément féministes. Le marketing, les gens en marketing, c'est des champions du monde pour faire des études sur nos comportements. Et je peux vous dire que des études sur les femmes, ils en font à la pelle. Ils sont zéro féministes, ces gens-là. Pourtant, ils font beaucoup d'études féministes. Un autre point, c'est est-ce que si une femme fait une recherche, est-ce qu'à partir du moment où c'est une femme qui le fait, ça devient automatiquement féministe? Non plus, pas forcément. Et pour embrouiller encore plus la situation, il se trouve que parfois il y a des études qui ne se revendiquent pas du tout du féminisme, qui ne sont pas dans une perspective critique non plus, et pourtant qui améliorent le quotidien des femmes. Ce qui est le cas souvent en médecine ou dans ce genre de domaine où justement ça touche et ça améliore la santé de tout le monde, les médicaments, etc., etc. Donc ça mélange un peu tout ça. Donc on a besoin un peu de balises. On a besoin de balises pour bien comprendre un petit peu comment on met les pieds dans une posture féministe. Il y a deux dimensions que je vous présente maintenant qui vous expliquent un petit peu c'est quoi une recherche féministe. Il y en a d'autres, mais c'est ceux que j'ai choisi de vous présenter dans cette étude comme base. Je vous invite bien sûr à lire et à vous renseigner là-dessus. La première, c'est qu'il y a une dimension sociopolitique. Sociopolitique qui s'intéresse aux rapports sociaux de sexe. On va aller un peu plus en détail. Il se trouve que dans les années 70, il y a une révolte sociale un peu partout dans le monde occidental, et que cette révolte sociale a beaucoup théorisé, a beaucoup pensé l'oppression et l'exploitation des femmes. Ça s'est beaucoup inspiré du modèle de Marx, et donc ça a cherché à comprendre en fait des rapports de domination. La recherche féministe a contribué ainsi à alimenter les luttes des femmes sur des questions telles que la violence, l'avortement, la pauvreté, l'équité salariale, le travail non rémunéré, les stéréotypes sexistes. Donc toute cette pensée-là a alimenté ces combats-là. Ces analyses visent non seulement à la compréhension, donc l'observation de phénomènes de ce qui se passe, mais également à sa transformation, à transformer le social pour justement avoir une meilleure, ou sortir justement de ces relations de domination qui sont présentées souvent dans les rapports hommes-femmes. Le deuxième point que j'ai déjà commencé à présenter, c'est que ça se concentre particulièrement sur les rapports sociaux de sexe. Donc ça analyse d'abord les rapports sociaux de sexe et pas les femmes. C'est une erreur de penser que le féminisme s'intéresse à étudier les femmes.
le féminisme en règle générale, il y a toujours des particularités. Le féminisme en général s'intéresse à des rapports sociaux genrés entre les hommes et les femmes, sexués en fait. Et c'est parce que ces catégories sociales sont sexuées en fait qu'il y a des rapports sociaux différents, de hiérarchie, de domination. Par exemple, donc comme je disais, avoir une catégorie sociale, ça détermine un certain nombre de choses. Je présentais tout à l'heure un petit peu Marx en vous disant il y a les ouvriers d'un côté, donc les prolétaires d'un côté et les capitalistes de l'autre. Et ça influe les rapports sociaux qu'ils ont entre eux. Les féminismes prennent cette même image quelque part pour dire qu'il y a des hommes, il y a des femmes, et ces deux catégories rentrent en conflit et en domination, l'un envers l'autre. La recherche féministe implique une transformation plus radicale des regards portés sur le monde. Elles exigent non seulement la reconnaissance historique des femmes comme sujet, donc on sait très bien que quand on fait l'histoire des femmes, de la science et des femmes, on s'aperçoit qu'il n'y a pas beaucoup de scientifiques dans la liste des scientifiques quand on fait un cours d'histoire sur les inventions par exemple. Mais aussi, elles disent que les rapports de domination qui existent dans la société sont liés au fait qu'il y a des rapports sociaux de sexe. Et c'est parce qu'il y a ces rapports sociaux de sexe qu'il y a des divisions, des facteurs de division, mais en plus qu'il y a des facteurs de hiérarchisation qui expliquent la manière dont on fonctionne dans la structure patriarcale. Je sais que c'est beaucoup d'informations, mais on va essayer d'y aller petit bout par petit bout. Donc, recherche et lutte quelque part. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'en fait, la recherche féministe, elle est avant tout plurielle. Il y a plusieurs types de féministes, comme en fait, il y a plusieurs types de psychologues, comme il y a plusieurs types de sociologues, d'anthropologues, il y en a plein de différents en fait. Elles ont une multitude d'objets, de méthodologies, de problématiques, d'approches théoriques, de postures épistémologiques, enfin plein de mots qui font peur, qui permettent en fait une diversité de lectures qui peut être parfois contradictoire. Il y a bien sûr des féministes qui ne sont pas d'accord entre elles, comme il y a des psychologues qui ne sont pas d'accord entre eux en fait sur un sujet. Donc il y a des féministes, certains courants de pensée féministes qui sont contre la maternité, il y en a d'autres qui sont pour. Ça ne fait pas d'elles des moins féministes que d'autres, c'est juste deux manières de penser différemment dans un même type de recherche. Et bien sûr, elles peuvent être complémentaires, et l'idée c'est quand même de mettre en place et de comprendre quelle est cette forme de domination masculine, quelle est son histoire, comment ça fonctionne aujourd'hui, comment on peut sortir de tout ça. Et en plus, ce qui est génial, et moi je trouve ça super intéressant, c'est que la recherche féministe, c'est à la fois multidisciplinaire, donc plusieurs disciplines, mais en plus transdisciplinaire. Ça veut dire qu'on peut utiliser de manière transversale d'autres disciplines. Par exemple, si je prends l'avortement, les études sur l'avortement, ça peut être vu méthodologiquement et théoriquement avec la littérature, ça peut être vu avec les sciences économiques, ça peut être vu avec la médecine. Il y a plein de manières de pouvoir travailler la question de l'avortement, par exemple. Ça fait du stock, hein. Ce qui est aussi une petite spécialité des recherches féministes, et moi je trouve ça aussi très intéressant parce que la science c'est quelque chose de vivant, ça doit évoluer, c'est que la recherche féministe, elle s'oppose à la séparation radicale entre objet et sujet dans la recherche. Elle remet en cause la notion d'objectivité et de neutralité qu'on retrouve depuis le XVIIe siècle, je pense. XVIIe siècle. Descartes. C'est Descartes qui a lancé un petit peu cette idée de on est neutre et puis on fait de la science mais on ne s'occupe pas de ce qui va se passer, des conséquences. Ce qui est archi fou, hein, même dans les sciences dures. Hein. Quand ils ont créé la bombe atomique, ils ne se sont pas dit « Oh, on a créé la bombe atomique, c'est bien, on va la laisser dans le tiroir ». Non, ils l'ont utilisée, il y avait une portée politique, c'est pareil pour les vaccins, c'est pareil pour le domaine médical, il y a toujours une portée politique. Et il n'y a pas de neutralité du scientifique qui va juste dire j'ai créé un truc ou j'ai découvert un truc et puis oh bon c'est pas important là, on va laisser ça dans un coin. Quand Freud et puis Freud ça peut toujours être à discuter, mais quand les psychanalystes découvrent le subconscient, l'inconscient et des choses comme ça, le moi, bah, ils s'en servent en fait et ils vont agir avec parce que c'est des outils pour aller sur le réel. Donc en fait c'est ça aussi qui est très critiqué quand je le vois dans les débats et les échanges, c'est cette idée que la science féministe n'est pas neutre. Mais aucune science n'est neutre, en fait. C'est jamais neutre.
il peut y avoir des degrés, mais encore une fois, on va parler de ces degrés-là et on va en parler dans la partie méthodologique. Ce qui fait que, en fait, effectivement, il y a une partie politique, un parti pris et explicite dans la recherche féministe, mais ça n'empêche pas, en fait, ça n'empêche pas la recherche féministe d'être rigoureuse, systématique, de viser à donner une représentation fidèle de la réalité empirique. C'est pas parce qu'on a un parti pris, quelque part, que ça nous empêche d'être un bon scientifique et d'utiliser correctement les méthodes. Ça, c'est aussi quelque chose que j'ai retrouvé qui était très fort dans les attaques qu'on faisait aux féministes. Donc, pour résumer un petit peu cette partie-là, les féministes, les gens qui se réclament, les chercheurs et les chercheuses qui se réclament féministes, ils se réclament d'un engagement éthique, social, explicite, plutôt qu'un engagement neutre, en fait, qui est une neutralité qui est illusoire, comme je vous ai dit. Et elles ne sont pas les seules. Il y en a d'autres qui font exactement la même chose. C'est ce que je vais vous présenter un peu plus tard avec les postures critiques. La recherche féministe va donc à l'encontre de certaines conceptions de la recherche scientifique, selon laquelle les scientifiques seraient désintéressés de la vérité. Et puis, comme je disais, j'ai découvert les trous noirs ou j'ai découvert la gravité, puis on va rester neutre. Et puis même, j'ai découvert autre chose au niveau social. Bourdieu parlait par exemple de l'habitus ou justement de la domination de classe, donc à travers la culture. Et Bourdieu a dit utilisez-le en fait. Sortons de justement ces problèmes qu'on retrouve à l'école où l'école reproduit les mêmes défauts et reproduit le même type d'élitisme. Donc c'est ça. Donc si on veut, la recherche féministe se place et se positionne comme chercheur, et c'est ça que je veux montrer, expliquer dans cette vidéo, se positionne d'une certaine manière. Donc avoir des objectifs de transformation des rapports sociaux fait du féminisme une perspective critique. Et la perspective critique, c'est une famille. Comme je le disais au début, il y a Karl Marx, il y a Pierre Bourdieu, il y a Habermas, il y a Foucault, il y a l'école de Francfort, il y a tout un paquet. Mais comment savoir, moi, en tant que chercheur, comment reconnaître si je suis un chercheur critique ou pas? Je vais vous donner 3 indices. Il en existe d'autres, mais je trouve que ceux-là, c'est les plus pertinents, surtout quand on veut commencer. Le premier, c'est on cherche à faire un état des lieux d'une situation sociale. Par exemple, je remarque qu'au Sénat, il y a très peu d'ouvriers. Donc, mon état des lieux, très peu d'ouvriers au Sénat, je ne comprends pas pourquoi. Deuxième, je vais repérer un mécanisme, je vais faire un diagnostic d'un mal ou d'un problème ou d'une maladie que je peux repérer dans ce corps social. Donc justement, il y a très peu d'ouvriers. Pourquoi il y a très peu d'ouvriers? Parce qu'ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas assez d'argent, ils n'ont peut-être pas l'éducation qu'il faut. Ok, je repère un dysfonctionnement. Et troisième, j'essaye de soigner, je vais réparer. Donc par exemple, je vais faire des propositions, et puis ça peut être des rapports, ça peut être des conseils, ça peut être des politiques. Pour cette situation-là, est-ce que je dois faire des quotas pour qu'il y ait plus d'ouvriers au Sénat, alors qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans une population? Ou est-ce que je dois créer plus d'écoles proches du monde rural et paysan pour former les paysans à devenir sénateurs? C'est des exemples de politique. Elles sont toutes les deux très différentes. C'est des propositions en fait. Donc le féminisme est avant tout une approche, une perspective, un regard sur les rapports sociaux avec comme objectif d'améliorer la situation du sujet, comme toutes les sciences critiques. Encore une fois, c'est un faux procès de dire qu'il y a de la politique dans le féminisme, mais bien sûr, et il faut qu'il y en ait, ça fait partie de son essence. Par contre, c'est possible que j'ai raté un courant féministe qui ne soit pas critique, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, ça me fera plaisir d'aller l'étudier. Je vais vous donner quelques limites de la pensée critique, quelques limites parce que toute posture a ses limites. Je vous ai déjà présenté la posture constructiviste et la posture post-positiviste. Là, on va plus parler de la posture critique. Donc la limite de la posture critique, une des limites, c'est celle de la reconnaissance du sujet. Par exemple, j'ai décidé d'aller aider et de changer la situation des jeunes de banlieue, des jeunes de cité, des jeunes de milieux précaires. Et ils me disent, mais toi, tu ne connais pas notre réalité, tu ne vis pas avec nous, tu n'as pas grandi dans le quartier, tu n'es rien, tu ne nous comprends pas. Ça peut être une première manière de se retrouver face à une limite de cette posture. La deuxième, c'est la frustration et l'impuissance de l'acteur face à la découverte de son aliénation. C'est quelque chose qui a été beaucoup étudié, par exemple, dans le milieu ouvrier, et cette difficulté qu'ont les ouvriers et les fils d'ouvriers à sortir de leurs conditions d'ouvriers.
peut y avoir aussi une instrumentalisation. Vous faites une étude et c'est repris par le camp adverse qui va l'utiliser. Et un dernier point, il en existe d'autres, je vous invite à lire et à regarder un petit peu plus des vidéos ou des livres sur les limites de la posture critique. Mais quand on fait souvent une étude critique, une recherche critique, on cherche à changer une situation, donc aller dans l'empirique, aller sur le terrain. Et donc on met en place des stratégies pour changer les choses. Et parfois ça ne fonctionne absolument pas. Il y a une résistance en fait. Ou il y a le contraire qui se passe, un rejet complètement de la chose qui a été mise en place. On le sait aussi avec les études postcoloniales, par exemple quand certains occidentaux ont décidé d'installer des puits dans certains villages et que ça a complètement détruit les relations sociales entre les hommes et les femmes, par exemple. C'est une chose qui peut aussi exister et qu'il faut prendre en compte. Donc là, on a fait la fin de notre première partie sur le féminisme et les sciences. Et on comprend en fait que c'est normal qu'il y ait une posture politique dans la posture féministe et que c'est ça qui fait que cette science est dynamique et empirique. Deuxième partie, je vais vous présenter 7 courants de pensée féministe. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais juste vous les présenter succinctement. Ça vous permet à vous de vous situer, quel type de féminisme vous voulez adhérer ou non dans votre manière de faire de la science ou non. Comme je dis, parfois elles sont complémentaires, parfois elles sont en opposition les unes avec les autres, elles ont des pensées qui sont parfois en compétition ou vraiment des clashs, en fait, c'est possible et c'est ça qui est important et c'est même très important pour la pensée de rentrer dans une dynamique de remise en question. Donc c'est ça, je vais vous donner quelques mots dessus, je vais vous les présenter rapidement, puis dans la description je mettrai plus de détails. Il faut comprendre que comme tout courant de pensée, comme toute réflexion, comme tout ce qui est vivant, même dans la science, ça évolue, ça crée des petits courants, ça crée des branches, et que ces branches-là, c'est pas parce qu'il y en a une qui est nouvelle qu'elle va effacer tout de suite l'autre. Et on le sait en science, c'est pas parce que la psychologie familiale est arrivée que la psychologie de couple a disparu, par exemple, ou que la psychologie individuelle a disparu. C'est au contraire des systèmes qui coexistent entre eux, et c'est ça qui fait toute la richesse, et c'est ça qui fait toute la saveur de cette recherche-là. Le féminisme, c'est pas un bloc, et c'est ça qui est important de mettre de l'avant, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça aussi qu'il faut présenter dans vos arguments. Le féminisme n'est pas un bloc, comme la psychologie n'est pas un bloc. On devrait dire les sciences de la psychologie, on devrait dire les sciences de la linguistique, bla 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 bla. Le mouvement féministe a produit une grande diversité d'analyses sociologiques et philosophiques. Donc je vous en présente 7. Donc le premier, c'est le féminisme différentialiste ou essentialiste. Ça naît dans les années 70. Ce courant-là se dit qu'il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, et comme il y a une complémentarité entre les hommes et les femmes, il devrait y avoir une égalité de droit. C'est son principal argument. Le deuxième, le féminisme universaliste ou égalitaire, ça c'est directement issu de la pensée de Simone de Beauvoir, et ils veulent dépasser justement cette identité biologique, et ils veulent présenter plutôt une lutte universelle où on dépasse cette différence homme-femme, et donc cette complémentarité homme-femme. Le troisième, c'est le matérialisme. Eux, c'est le courant de pensée qui est le plus proche de la pensée marxiste. Donc ce que présente ce féminisme-là, c'est qu'il y a une connexion entre le capitalisme et le patriarcat qui donne les moyens matériels et financiers aux hommes pour pouvoir dominer la femme, et qu'en fait en détruisant ces deux structures-là, on va pouvoir sortir de cette aliénation qui fait qu'il y a une domination masculine. Elles disent aussi que la complémentarité homme-femme est une illusion produite par le patriarcat pour justement aller chercher plus d'énergie pour plus de production chez la femme. Le quatrième, c'est le féminisme intersectionnel. Et donc là, c'est l'idée qu'en fait, on peut avoir plusieurs facteurs sociaux pour influencer les rapports de domination. Donc si je suis une femme, mais qu'en plus je suis pauvre, et qu'en plus je suis racisé, donc noir par exemple, et qu'en plus je suis handicapé ou quelque chose comme ça, bah ça influe les rapports de domination. Donc ça prend en compte plusieurs facteurs dans les rapports sociaux pour essayer de comprendre et sortir de cette aliénation de la domination. Il y a ensuite le féminisme queer. Donc le féminisme queer dit que la société étant composée d'hétérosexuels, la norme étant l'hétérosexualité, la domination ne peut être que masculine.
Le cas l'illustration la plus simple, c'est le milieu du porno. On comprend tout de suite que le milieu du porno est dominé par le désir masculin, même s'il existe du porno féminin, mais majoritairement c'est masculin. Ça commence avec l'érection de l'homme et puis ça finit avec l'éjaculation de l'homme. Ça ressemble beaucoup à ça, le rapport sexuel dans l'hétéronormativité, donc l'hétérosexuel. Et ce que propose le féminisme queer, c'est de multiplier les identités sexuelles pour sortir de ce type de domination. Et ensuite, le féminisme islamique. Le féminisme islamique, c'est un courant de pensée qui dit que dans le Coran et dans les principaux livres de l'islam, il y a des propos, il y a des termes, il y a des sourates, il y a un certain nombre de choses qui ont été détournées par le patriarcat pour pouvoir dominer les femmes à travers le Coran, à travers l'islam en fait, plus généralement. Et finalement, il y a le féminisme intégral. Le féminisme intégral est lié avec l'écologie intégrale. Et donc, c'est l'idée qu'il faut protéger au maximum, dans son intégralité, en fait, le corps de la femme. Pas de pilule, pas d'avortement. Reconnaître aussi à la femme sa spécification de mère. Donc, il ne faut pas mettre la mère ou la future maman dans le même cycle de production que les hommes. Donc, on sort justement en opposition de ce qu'on a vu avec le féminisme matérialiste, et au contraire justement respecter cette particularité, cette essence féminine. Donc voilà, je vous en ai présenté 7, il en existe bien d'autres. Je vous invite à lire, à vous interroger, à vous questionner sur ces différents courants, et puis aussi de vous donner, de prendre le temps de réfléchir à tout ça, tout en sachant que ça évolue, et que c'est pas parce que vous choisissez un courant maintenant que demain vous ne pourrez pas choisir un autre par exemple. Et c'est tout l'intérêt de la science, c'est que ça continue à évoluer et que ça continue à être vivant. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, liker. Les commentaires sont un espace de débat. N'hésitez pas à débattre. Et puis je vais répondre à vos questions sans hésiter. Merci beaucoup et puis à très bientôt.